Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir dans Question d'actu. Nous avons consacré de nombreuses émissions au dossier sahraoui, un conflit qui dure depuis plusieurs décennies et qui subit par le biais du lobbying marocain un blackout médiatique. Seulement, les derniers événements ont fait bouger les choses. Le Conseil de sécurité a décidé de remettre le dossier sur la table dans la foulée de l'agression marocaine en violation du cessez-le-feu de 1991 qui a donné au demeurant un nouveau souffle au processus de règlement onusien accompagné d'un élan de solidarité mondiale avec le peuple sahraoui plus que jamais déterminé à recouvrer son indépendance. Pour l'Algérie, pays voisin des parties au conflit, les derniers développements constituent un réel motif de préoccupation et d'inquiétude. À cet effet, le gouvernement a appelé à la relance du processus de règlement politique en accélérant la nomination d'un représentant personnel du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et la reprise des négociations entre les deux parties au conflit, un appel lancé par de nombreux pays également lors de la tenue du Conseil de sécurité onusien. Au niveau de l'Union africaine, il a été décidé de réinscrire des questions du Sahara occidental dans l'agenda du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour donner un nouveau souffle à ce dossier. Pour en parler ce soir, nous accueillons sur ce plateau Monsieur Mourad Lamoudi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du comité central au FLN et chargé des relations internationales. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous accueillons également Maître Marwan Habib Hajbekouch. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du conseil politique au parti Djil Jadid. Merci d'être avec nous également sur ce plateau. Avant d'ouvrir le débat, messieurs, dames, sur ce dossier sahraoui, je vous propose de revenir en images sur la situation diplomatique concernant ce dossier suite à l'annonce unilatérale de Donald Trump concernant ou reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. On va voir que de nombreuses manifestations ont eu lieu un peu partout dans le monde, à Washington notamment par des opposants marocains, des manifestations également dans les territoires occupés, réprimées par le Maroc. C'est un sujet signé Adel Boukhams. L'Italie et le Portugal démontrent leurs intentions d'ouvrir des représentations diplomatiques au Sahara occidental occupé. Les deux pays appuient la solution proposée par les Nations Unies, celle d'un référendum d'autodétermination. Les États-Unis annoncent l'ouverture d'une mission diplomatique virtuelle dans les territoires occupés. Une annonce que la République arabe sahraoui démocratique n'a pas tardé à contester, mettant en garde contre la dégradation des conditions des droits de l'homme dans les territoires occupés. L'ouverture virtuelle ou pas d'une quelconque entité à Dakhla ne change en rien le fond du problème qui demeure un problème éminemment de décolonisation, justiciable de la résolution 1514 et qui requiert nécessairement l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination. L'ouverture d'une mission diplomatique américaine dans les terres occupées sahraouis a été contestée également par des opposants marocains qui ont critiqué la décision du président sortant Donald Trump de reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur ce territoire, où les forces de l'occupation marocaine ont réprimé violemment une manifestation de militantes sahraouis à Smara dans la ville occupée de l'Ayoun pour réclamer la liberté et l'indépendance. Nous sommes ici pour soutenir le peuple sahraoui dans ses revendications légitimes et à se libérer. Nous sommes ici pour contester la décision du président américain. Il offre une terre qui n'est pas la sienne à celui qui ne la mérite pas. C'est un grand honneur pour moi de prendre part à cette manifestation aux côtés des hommes libres du peuple sahraoui se trouvant à Washington. Suite à la décision lâche et commerciale du président américain qui octroie ce qu'il ne possède pas à celui qui ne le mérite pas. Il octroie le Sahara qui ne procède pas à une dictature qui ne le mérite pas. Le Sahara à ses citoyens, ses habitants, à nous de les soutenir à accéder à leurs droits à l'autodétermination. Dans le volet diplomatique, la politique de 2 poids 2 mesures des États-Unis suscite toujours l'indignation au niveau de l'ONU. La délégation allemande a mis en garde contre la partialité américaine, tandis que le comité autrichien de soutien au peuple sahraoui appelle à la nomination urgente d'un nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental, insistant sur la nécessité d'organiser un référendum d'autodétermination, à même de permettre au peuple sahraoui de décider de son avenir.
Et parmi les intervenants qu'on a pu écouter, nous avons eu à entendre M. Mohamed Sidati, qui est représentant du Front Polisario en France, M. Mustafa Adib, ex-officier militaire marocain, et Ahmed Fnen, qui est également opposant marocain. Alors messieurs, avant d'ouvrir le débat sur les derniers événements qui ont eu lieu, d'abord on va revenir un peu sur vos positions respectives. Le FLN, Jil Jadid ont toujours fait de cette question une question chère, une question de décolonisation avant tout. Tout à fait, et c'est un problème de décolonisation, nous ne cesserons de le marteler et de le rappeler, en vertu de l'application de la résolution 1514 de décembre 1960 des Nations Unies. Et à ce sujet, je voudrais préciser qu'en 1963, c'est l'Algérie et le Maroc qui ont conjointement posé le problème auprès de la 4e commission de l'ONU, qu'on appelle la commission de décolonisation, et le problème, la question sahraoui a été inscrite à l'ordre du jour de cette commission comme territoire de Sahara occidental, territoire non autonome, éligible au droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Et j'insiste, c'est le Maroc et l'Algérie qui conjointement ont posé ce problème. Et on a vu l'évolution des choses en 1975. Voilà, donc, 30 ans après, on en est toujours là. Voilà. Nous en sommes toujours là. Il n'y a pas eu d'évolution sur le dossier. Vous qui avez suivi le dossier depuis le début. Hein. J'ai suivi effectivement le dossier depuis le début. Je voudrais rendre hommage au peuple sahraoui et à sa direction, le Front Polisario, qui ont toujours fait montre d'un sens de la responsabilité et vraiment digne d'éloge, qui sont allés vraiment au bout du bout des concessions possibles et imaginables, mais toujours confrontés à une intransigeance du côté marocain, et toujours confronté aux mêmes arguments poussiéreux, absolument qui ne résistent à aucune analyse et à aucun argument valable. Je voudrais également préciser qu'en 1975, c'est à la demande du gouvernement marocain que la Cour internationale de justice a été sollicitée et s'est prononcée de façon absolument claire et qui ne prête à aucune contestation le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et qui a donc débouté le Maroc. Mais malgré ça, on a vu malheureusement des États, notamment la France. Les intérêts ont primé après. Absolument, les intérêts ont primé. Et jusqu'à présent, les droits légitimes du peuple sahraoui sont bafoués, méconnus. Et plus que jamais, nous devons maintenant assurer de nouveau notre solidarité et notre soutien à cette juste lutte, cette juste cause qu'est la cause sahraoui. D'accord. Alors une juste cause qui est aussi soutenue par Jil Jadid, puisque vous appelez également au règlement rapide et à l'accélération du règlement de ce conflit. La dernière décision de Donald Trump, de l'annonce de Donald Trump de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental a fait un tollé un peu dans le monde. Il y a eu beaucoup de divisions, même au sein même de la classe politique américaine. On n'a pas été d'accord sur cette question. Comment lire aujourd'hui le fait que ce soit une annonce faite par un dirigeant extérieur, que ce soit Donald Trump qui a annoncé la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste et que ça ne vienne pas du Maroc. Pour vous, aujourd'hui, cela touche aussi la dignité du peuple marocain ? Effectivement, bon, tout d'abord, si vous permettez, j'aimerais bien rebondir sur la première question. Déjà, quant à la position de Jil Jadid concernant la question du Polisario. Jil Jadid, tout le monde le sait, c'est un parti qui est reconnu comme étant un parti d'opposition. Mais nous, en tant que parti, le fait que l'on soit dans cette position d'opposition ne nous donne nullement le droit d'aller à l'encontre des décisions stratégiques de notre État. L'affaire du Polisario, c'est une affaire stratégique, c'est une affaire de données réellement militaires, stratégiques,
stratégique, c'est une affaire d'alliance politique, et que donc de ce fait-là, nous ne pouvons à aucun moment nous permettre de taper sur notre État qui au final nous réunit tous en tant qu'Algériens. Deuxièmement, l'affaire du Polisario est aussi une affaire humanitaire. Je rappelle que le Polisario est un pays qui aujourd'hui aspire à être indépendant, c'est un pays qui aspire à son autodétermination pour la simple raison que dès lors que l'on a commencé dans l'ère de la décolonisation des peuples, notamment en Afrique, le Polisario était partie prenante de l'Union africaine et donc nous ne pouvons pas aujourd'hui en tant qu'Algériens, exactement, oui. Donc on ne peut pas aujourd'hui en tant que pays, en tant qu'État qui se dit dignement, qui est l'Algérie, on ne peut pas aujourd'hui tourner le dos à nos alliés politiques et à nos alliés stratégiques. Ça, donc, c'est pour clôturer cette question. Sur la position, il y a une sorte de continuité entre ancienne génération, nouvelle génération. Exactement. Donc le Polisario, c'est aussi bien une affaire humanitaire que stratégique. Maintenant, pour ce qui est des alliances qui se font aujourd'hui au niveau international, nous l'avons bien vu, c'est en réalité un chantage qui se fait contre l'Algérie. Parce que l'Algérie aujourd'hui soutient le Polisario et parce que l'Algérie aujourd'hui subit des pressions aussi bien externes qu'internes, certaines parties étrangères à ce pays, de pays voisins, qui utilisent ces moments de trouble au sein de notre pays pour essayer d'avoir des alliances politiques contre nous, quitte à ce que ce soit en attirant l'ennemi à nos propres frontières. Donc c'est en réalité un dossier très dangereux, c'est un dossier à prendre en considération et nous en tant que Djidjit, on ne peut qu'aller que dans le sens de la décision stratégique de notre pays qu'est l'Algérie. La décision de l'administration américaine, nous on veut parler en toute on veut réellement être pragmatique. Aujourd'hui, l'affaire du Polisario n'est pas entre les mains que des États-Unis uniquement, mais c'est aussi un dossier qui est entre les mains de l'ONU. Et l'Algérie aujourd'hui, en tant qu'État, appelle à ce que ce dossier soit pris en charge par l'ONU et rien que par l'ONU. C'est notre engagement en tant que pays qui est l'Algérie et c'est aussi ce que aspire et ce que appelle et ce que demande aussi le peuple Polisario. Très bien, la question a été très claire sur ce que vous venez de dire. Pour revenir un peu à ma deuxième question sur l'annonce de Donald Trump, cette annonce qui vient de l'extérieur du chef de l'État et qui annonce la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste. Quelle lecture faites-vous de ce fait? La concomitance de ces deux annonces, la normalisation entre l'entité sioniste et le Maroc et la reconnaissance par les États-Unis de la prétendue marocanité du Sahara occidental ne peut que nous interpeller et nous confirmer que nous sommes devant un deal honteux. C'est vraiment un deal honteux. Oui, on parle de marchandage, de troc. Absolument, de marchandage. C'est un troc au détriment du peuple sahraoui, au détriment de son droit, comme tous les autres peuples, à la liberté et à la dignité, au détriment de ces 45 années de lutte, au détriment de 45 années de souffrance, d'un peuple qui souffre, d'un peuple qui est toujours placé sous le joug de l'occupation. Et ça, je ne vois pas comment le Maroc peut prétendre faire le bonheur d'un peuple derrière des barbelés. Le peuple sahraoui maintenant est consigné derrière un mur qu'ils appellent eux-mêmes à juste titre le mur de la honte. Et il ne bouge pas, c'est une grande prison à ciel ouvert. Et maintenant intervient cette décision, entre guillemets, cette déclaration de Trump, un président sortant, un président sortant, un président en fin de parcours, où la morale la plus élémentaire lui demanderait, comme ont fait ses prédécesseurs, où cette période de transition, ils ne prennent aucune décision qui engage le pays. Bon, quand on connaît un peu le personnage, voilà. Alors, on connaît le personnage, Donald effectivement. Trump aime bien faire ce genre d'annonce. Effectivement, cette annonce. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui on peut attendre ou on peut s'attendre à ce que Joe Biden revienne sur cette reconnaissance? En tout cas, il faut l'espérer compte tenu de la position des États-Unis au sein du Conseil de sécurité, une position, il faut le dire, très très forte, importante. Et quand on sait que les États-Unis sont ce qu'on appelle le porte-plume
du Conseil de sécurité pour la question sahraoui, on ne voit pas comment ils pourraient garder cette qualité s'ils sont partie prenante, s'ils ne sont plus un peu dans le rôle d'arbitre qu'ils jouaient jusqu'à présent. Et je pense que Biden aurait toutes les raisons d'annuler, de revenir sur cette décision. Et selon les juristes, selon les spécialistes des questions américaines, c'est vraiment une décision tout à fait parce que la déclaration, aucun poids sur le plan juridique, voilà, cela ne change rien sur le statut du Sahara occidental. C'est vraiment une déclaration. C'était la déclaration du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui avait souligné que le règlement du conflit du Sahara occidental ne dépendait pas de la reconnaissance individuelle des États, mais plutôt de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité. Conseil de sécurité qui s'est réuni lundi dernier. Il a remis le train sur les bons rails. Et je voudrais simplement également, notre ami Marouane, que le problème sahraoui reste pendant auprès des Nations Unies, mais également auprès de l'Union africaine qui est partie prenante. Alors c'est bien que vous en parlez aujourd'hui, l'Union africaine qui a remis au goût du jour. Oui, le Conseil de paix et sécurité. Sur la question justement de la position américaine, qu'est-ce qu'on peut espérer de l'administration Biden demain, puisqu'aujourd'hui l'administration Trump, d'un président sortant, annonce clairement qu'il est du côté marocain pour la reconnaissance du Polisario. On ne peut pas aujourd'hui dire exactement, c'est-à-dire on ne peut pas réellement aujourd'hui pouvoir savoir ce qui va advenir demain. Par contre, on peut faire une analyse interne au sein des États-Unis et une analyse aussi externe. Au sein des États-Unis, nous le savons très bien, les États-Unis d'aujourd'hui ne sont plus les États-Unis d'hier. Et aussi, il y a des conflits internes, on le sait très bien. Maintenant, est-ce que les États-Unis auront cette possibilité de créer encore un autre conflit au sein d'un territoire qui est très loin, qui est celui d'Afrique, d'autant plus que ce conflit, s'il perdure dans ce sens, les États-Unis perdraient leur rôle d'arbitre. Parce que nous l'avons très bien vu, les États-Unis, pendant longtemps, ils ont réellement joué un rôle de neutralité en essayant de neutralité à moitié cachée. On sait qu'il y avait toujours un penchant, aujourd'hui il l'affirme. Ça reste toujours est-il, c'était mitigé et ce n'était pas clairement annoncé, mais on le sait très bien, les États-Unis, au-delà de ça, ils jouaient plus ou moins le rôle de neutralité. Est-ce qu'aujourd'hui les États-Unis ont tout intérêt à changer de position? Je pense effectivement que ça sera difficile. On ne peut pas trancher en disant clairement que ça sera dans leur intérêt et qu'ils le feront, mais je pense que la question peut être posée et c'est encore sujet à débat et ça le sera encore pendant quelques temps. Et pour revenir donc sur l'Union africaine aujourd'hui qui a remis donc le dossier au niveau du Conseil de paix et de sécurité, l'Union africaine qui a tout intérêt à jouer son rôle, peut-être que c'est un peu la chance du Sahara occidental de se tourner vers l'Union africaine. Est-ce qu'il devra travailler en coordination avec l'ONU ? Est-ce qu'aujourd'hui, ils doivent travailler ensemble quand on sait que le Maroc a aussi ses lobbies au sein de l'Union africaine qu'il a rejoint il y a quelques années, en 2017, et au niveau international également, notamment la France? Et justement, comment faire pression aujourd'hui? C'est toute cette position des Marocains, dire une chose et faire son contraire, vraiment qui devient à la longue insupportable. Alors, le Maroc a rejoint l'Union africaine, il a signé la charte de l'Union africaine. Et il viole la charte de l'Union africaine. Au numéro 38 des États signataires de cette charte, il y a la République arabe sahraoui démocratique et le roi du Maroc a apposé sa signature. Donc il est empêtré dans des contradictions. Oui. Il est censé respecter la charte. Voilà. Et toujours cette politique de fuite en avant ont toujours ramené un argumentaire que je dis poussiéreux, c'est les mêmes. Oui, nous avons. C'est exactement comme si nous, Algériens, on empruntait une route du Niger pour aller au Nigeria et demain revendiquer le Niger parce qu'on a emprunté cette route. Et on revient toujours, les caravanes qui étaient là étaient rois, alors que la décision de la Cour internationale de justice est on ne peut plus claire.
exprime très clairement le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas sévir aujourd'hui, sanctionner le fait que le Maroc viole ainsi les règlements de la charte? Alors, si vous permettez, justement, déjà, il faudrait déjà comprendre ce que c'est que ce principe sur lequel est basée l'Union africaine. L'Union africaine, suite à la décolonisation des peuples, a été fondée sur un principe de droit international qui est celui de l'intangibilité des frontières. Or, hérité au jour de l'indépendance. Hérité au jour de l'indépendance. Et puis, ce principe, d'ailleurs, ne revient pas au lendemain, au jour du lendemain de l'indépendance. C'est un principe bien ancien, qui est bien latin. Donc, c'est un principe qui est bien connu des juristes et donc au niveau du droit international. Et ce principe-là voulait dire quoi? Que les pays qui ont été décolonisés, qui ont eu leur indépendance, ont tout à fait le droit de garder leurs frontières telles quelles le jour de l'indépendance. Et c'est ce principe-là sur lequel a été basée l'Union africaine. Nous ne voyons pas aujourd'hui pourquoi un pays, membre de l'Union africaine, viendrait à l'encontre de ce principe sur lequel lui-même a signé. Ça, c'est déjà une problématique déjà à poser. La deuxième problématique à poser, c'est la politique adoptée par notre voisin qui est le pays du Maroc. C'est cette politique de vouloir imposer ses propres règles. Et nous, en tant qu'État algérien, nous n'allons pas dans cette position contre notre voisin marocain, loin de là. Nous voulons qu'il y ait la construction d'un État, plutôt d'une union du Maghreb, mais à aucun moment cela ne doit se faire aux dépens de nos principes, des principes sur lesquels a été basée l'Union africaine et sur lesquels sont basées nos alliances stratégiques. C'est donc ces problématiques-là qui font que l'Algérie, à tout moment, devra rappeler que tout règlement de litige au niveau africain devront se faire en fonction et conformément aux règles et principes de l'Union africaine, qui est celui du droit à l'autodétermination, du droit à garder ses propres frontières, parce qu'il faut rappeler que le Maroc, au lendemain de l'indépendance, en 1963, quand il y a eu la guerre des Sables, je rappelle que le but était aussi une expansion du territoire marocain. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que l'Algérie a dit halte à cela, et que l'Algérie a brisé l'omerta en disant que l'Algérie a ses frontières, conformément aux principes que j'ai cités précédemment, ne pourra à aucun moment et ne devra à aucun moment permettre à qui que ce soit d'aller revenir sur ça et de venir sur notre propre territoire. Et c'est sur ce même principe-là que l'Algérie continue aujourd'hui. La position de l'Algérie, ce n'est pas une position d'alliance extra-stratégique. C'est une position politique qui émane d'un principe juridique, qui émane d'un principe sur lequel l'Algérie s'est basée clairement. Et puis il y va de la stabilité de la région également aujourd'hui. Oui, d'autre part, pour rester dans le même sillage que notre ami, vous savez, l'Algérie aurait pu être indépendante avant 1962. À l'arrivée de Gaulle au pouvoir en 1958, après la fameuse kermesse du 13 mai 58, qu'ils appellent pompeusement révolution, qui n'était qu'une kermesse, De Gaulle avait proposé des négociations sur la base de l'indépendance de l'Algérie du Nord, arguant que le Sahara appartenait aux Français, puisque c'est eux, Français, qui avaient découvert le pétrole, etc., etc. Et bien entendu, l'Algérie a refusé, et nous avons prolongé notre lutte de libération nationale avec tout le cortège de souffrances, de morts, de résistance, etc. Et pour arriver à imposer le respect de notre intégrité territoriale, le recouvrement de notre souveraineté nationale. Il se trouve que notre voisin de l'Ouest, en l'occurrence le Maroc, qui en 1956 a accepté l'indépendance par la France, dans les frontières que nous lui connaissons, et en 1962 vient dire tel territoire m'appartient et tel autre, et comme l'a dit Marouane, cette agression de 1963 et cette politique expansionniste, je rappelle que
le Maroc... Aujourd'hui, il y va de la survie du trône. Non, mais vous savez, avant de revendiquer le Sahara occidental, il faut rappeler que le Maroc revendiquait la Mauritanie et qu'il n'avait pas reconnu l'indépendance de la Mauritanie en 1960 et qu'à ce moment-là, il demandait une espèce de couloir pour contourner le Sahara occidental dont il ne pouvait pas s'approcher parce qu'à l'époque, il y avait une volonté politique à Madrid qui s'appelle Franco et qui refusait absolument de discuter. D'ailleurs, il méprisait Hassan II. Et pour s'accaparer de la Mauritanie. Donc, comme disait Marouane, la politique expansionniste du Maroc, et il ne vit que de ça, et il est là toujours, cette fuite en avant, à revendiquer des territoires qui ne lui appartiennent pas et à maintenir ce climat de tension, ce climat vraiment pour protéger ses intérêts, comme je le disais. Alors il y a eu violation du droit international, violation des droits humanitaires, comme on l'a dit, et cette question donc a pu revoir le jour suite aux derniers événements du 13 novembre à Guerguerat notamment, quand il y a eu rupture du cessez-le-feu. Je vous propose par les Marocains. Par les Marocains, bien entendu. Hein. Je vous propose de revenir sur la situation sur le terrain, puisqu'aujourd'hui les Sahraouis ont dû reprendre la lutte armée pour protéger leur territoire occupé. Je vous propose de revenir avec Adel Boukhams. Ces bombardements menés par l'armée marocaine et qui ont ciblé les habitations des citoyens sahraouis dans le secteur d'Al-Mahbes n'ont fort heureusement pas fait de victimes. Les familles qui occupaient ces lieux ont pu être déplacées. Les différents bataillons de l'armée sahraoui relevant de la 6e région militaire n'ont pas tardé à riposter en bombardant 3 bases militaires marocaines appartenant au 40e régiment d'infanterie. Le bombardement qu'on a lancé hier a visé le 40e régiment d'infanterie et plus précisément la 22e et la 23e base. La bataille qui est toujours en cours a duré jusqu'à l'instant 2 heures pendant la matinée. Prise de panique, l'armée marocaine a recouru à toutes sortes d'armes. Après avoir constaté les grandes pertes que nous lui avons causées, l'armée marocaine a bombardé aveuglément plusieurs de nos positions. Je tiens à rendre hommage à notre commandement politique, à commencer par le secrétaire général du Front populaire et le président de la République d'avoir pris la décision de reprendre les armes et nous permettre de nous défendre. En tant que jeune, je suis prêt à me sacrifier et emboîter le pas à nos martyrs. Je suis prêt pour la guerre de libération, une guerre que nous nous transmettons de génération en génération. Nous sommes volontaires pour obtenir notre indépendance. D'El-Mahbes à Al-Guerguerat, des bombes à fragmentation, des obus de mortier et des missiles ont été dirigés vers l'occupant marocain. Les batailles se poursuivent depuis le 13 novembre jusqu'à aujourd'hui, tout au long du front de l'ennemi, qui est d'une longueur de 2700 km, qui va du sud du Maroc jusqu'à l'Atlantique. Tout au long de ce front, les bombardements et les attaques n'ont pas cessé, nuit et jour, depuis le 13 novembre. C'est la situation que nous vivons. Bien que le Maroc tente tant bien que mal d'occulter et de dissimuler cette guerre. Une guerre de libération que l'armée sahraoui mène pour obtenir sa libération et décoloniser ainsi le dernier territoire occupé dans le continent africain. Pour revenir sur cette répression, le ministère des Territoires occupés et des communautés sahraouis avait exprimé dans un communiqué ses inquiétudes vis-à-vis des Sahraouis dans les territoires occupés, ciblés par le régime marocain qui emploie des engins de répression en les soumettant au blocus et au harcèlement. Il se trouve qu'en dépit de tous ces rapports accablants sur la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés sahraouis, le mandat de la MINURSO a été prorogé, certes, mais pas élargi aux droits de l'homme. On sent qu'il y a un silence donc tacite un peu de la communauté internationale, même si
aussi, la dernière réunion du Conseil de sécurité a souligné qu'aujourd'hui, il était urgent de reprendre le processus politique au Sahara occidental à l'arrêt depuis 2019. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est possible? Est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc et le Front Polisario pourront se remettre à négocier autour d'une table? Le Maroc qui va peut-être proposer une autonomie et non pas l'autodétermination, le référendum d'autodétermination du peuple sahraoui qu'il revendique. En tout cas, je pense qu'une solution ne pourra être faite sans l'Algérie. L'Algérie a à ses frontières plusieurs pays. Il y a une instabilité aussi bien politique que sécuritaire sur tous les fronts, aussi bien au niveau de la Libye, mais aussi aujourd'hui au niveau du Polisario. Et aucune solution ne peut se faire sans l'Algérie. L'Algérie aujourd'hui a le rôle de soutenir son allié politique et stratégique qui est le Polisario. Et c'est aussi notre rôle en tant qu'État de faire en sorte qu'il y ait moins de dégâts possibles et que la solution soit politique. C'est la raison pour laquelle l'Algérie opte pour la solution de l'ONU qui doit prendre en charge le dossier. Si l'Algérie prend cette position que ce problème doit être pris en charge de l'ONU, c'est que l'Algérie croit en la résolution de ce problème d'un point de vue politique et juridique et non pas armé comme il se ferait entendre ailleurs. Donc quel est l'intérêt finalement d'avoir une instabilité dans la région? Elle profiterait à qui? Je pense effectivement que l'instabilité au niveau de la région ne pourrait profiter qu'à ceux qui optent pour cette solution militaire, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui vont à l'encontre des solutions juridiques et des solutions de droit international et qui attaquent les alliés stratégiques de l'Algérie. On parle aujourd'hui de la survie du royaume marocain, qu'ils jouent leur survie avec ce dossier sahraoui. C'est la question sur laquelle ils se basent? Oui, effectivement, il y a de cela. Après, l'échec aussi du royaume marocain entraînerait aussi un trouble au sein du royaume marocain, c'est-à-dire au sein du trône marocain. Donc, je pense qu'il serait tout à fait sage de la part du royaume marocain, c'est-à-dire du roi marocain, de penser à une réelle solution durable et louable et non pas à des solutions comme celle-ci qui, au final, ne ferait qu'entraîner une instabilité politique, une instabilité sécuritaire. Parce que l'instabilité sécuritaire, même si elle a pour but de viser l'Algérie, elle aura un impact très négatif sur nos voisins. Aujourd'hui, il est question de construire un Maghreb uni et non pas de détruire toutes les relations et ces relations qui ont été bâties à travers toutes ces années. Et cette solution ne tient qu'à notre voisin marocain. C'est à eux aujourd'hui d'engager un débat sérieux avec tous les acteurs politiques et non pas en faisant du chantage. Vous disiez tout à l'heure qu'ils ont fait du chantage en ramenant une entité sioniste à nos frontières. Cela est la preuve qu'il n'y a pas d'autre solution pour eux que de créer ce conflit. Mais est-ce que cela va aboutir à une résolution du problème? Je pense qu'évidemment non. Et c'est la raison pour laquelle l'Algérie, mais aussi tous les acteurs politiques sérieux aujourd'hui appellent le Maroc à plus de sagesse et à régler ce conflit d'une manière politique, d'une manière sereine et au niveau des outils internationaux qui sont aujourd'hui l'ONU. Il y a aussi d'autres pays africains qui soutiennent la cause sahraoui, notamment l'Afrique du Sud qui là-dessus est intransigeante. Pas que, oui, mais comme un pays africain qu'on pourrait citer aujourd'hui. L'Afrique du Sud a exprimé son impatience quant à la nomination d'un nouvel envoyé secrétaire général qui tarde. Si vous permettez au préalable de revenir sur les images que nous venons de voir, qui sont franchement insupportables. Je connais Mahbes de s'attaquer à des populations civiles de cette façon. Nous avons, nous, un terme intraduisible pour qualifier ça, c'est la hagra. Et le peuple algérien n'accepte pas, refuse la hagra. Maintenant, le Makhzen n'acceptera pas une solution juste et durable, c'est-à-dire une solution qui prenne en compte les aspirations légitimes du peuple sahraoui à l'autodétermination. Il proposera cette autonomie dont ne veulent pas les Sahraouis. Cette autonomie, les Sahraouis n'en veulent pas. C'est leur droit. L'autonomie, vraiment, franchement, j'ai vu, c'est une coquille vide et il n'y a rien. C'est vraiment l'annexion. L'autonomie, il faut entendre
annexion dans l'esprit des Marocains. C'était un des plans, le plan 2 de James Baker à l'époque. Il avait proposé une autonomie. Mais il est revenu là-dessus. Mais une autonomie de 5 ans, mais qui était sous condition. Mais une autonomie encore plus accentuée que celle proposée actuellement par le Makhzen. Qui devait revenir ou qui devait aboutir à un référendum d'autodétermination. Au référendum d'autodétermination. Et ce que le Maroc, le régime chérifien, a toujours refusé parce qu'il connaît les résultats et il sait. Et Hassan II l'a bien dit à la délégation sahraoui qu'il avait reçue dans les années 80, donc au Maroc, il leur a dit textuellement j'ai réussi à conquérir des territoires, mais je n'arrive pas à conquérir vos cœurs. Et les Sahraouis, le peuple sahraoui, continue à lutter, on vient de les voir. Et je pense que la solution ne viendra pas du Maroc, qu'il faudra absolument imposer la solution juste, durable et acceptable, donc surtout par les Sahraouis. On sait aujourd'hui qu'il y a un pays tiers qui est en train de mettre la pression et qui menace de veto à chaque fois qu'il y a des résolutions qui pourraient être en faveur du Sahara occidental, c'est bien entendu la France. Oui. Mais aujourd'hui même une instabilité dans la région n'arrangerait pas l'Europe puisque eux-mêmes en pâtiront avec probablement une immigration clandestine et puis toucheront aussi à leurs intérêts économiques. Bien évidemment, et ça il faut à chaque fois le rappeler parce qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Algérie d'avoir un conflit à ses frontières, mais aussi il n'est pas dans l'intérêt de tout le réseau qui est autour, de tous les pays avec qui nous avons des frontières, aussi bien outre-mer que nos frontières à côté, c'est-à-dire nos pays voisins. C'est la raison pour laquelle l'Algérie aujourd'hui opte pour une solution de sagesse. C'est-à-dire que ces problèmes-là doivent être réglés d'une manière politique et ça ne sert à rien d'utiliser un droit de veto, ça ne sert à rien de ramener une entité sioniste à nos frontières parce que ce n'est pas cela qui va résoudre le problème. Et au final, personne n'en serait gagnant. Vous avez parlé de l'immigration clandestine, nous le savons très bien. Aujourd'hui même, l'immigration clandestine existe et l'Europe, avec sa crise économique, notamment depuis cette dernière année que nous vivons, n'a vraiment pas intérêt à ce qu'il y a un conflit militaire sur notre territoire. C'est la raison pour laquelle il faut à chaque fois rappeler que la solution doit être politique et que la solution doit être avec un débat sérieux entre tous les acteurs politiques. Le Maroc doit être partie prenante dans ce débat, le Polisario aussi, l'Algérie aussi, et c'est pour aboutir à une solution amiable. Pour revenir, l'Algérie qui ne sera pas partie prenante. Quand je dis partie prenante, c'est-à-dire dans le débat, je parle du débat pour trouver une solution. L'Algérie, bien évidemment, ne peut être partie prenante, c'est la décision de notre État, mais le débat ne peut à aucun moment... doit se faire selon les résolutions. Exactement, mais à aucun moment l'Algérie ne doit être écartée de ce débat. Très bien. Alors, pour revenir bien sûr sur les conditions de retour autour de la table de négociation, que reste-t-il comme alternative aujourd'hui au Front Polisario? Il a dû reprendre la lutte armée pour défendre le territoire ou son territoire. Quelle alternative leur reste-t-il aujourd'hui? On sait que sur le plan médiatique, il y a eu un blackout pendant de nombreuses années. Ces derniers événements ont un peu remis au goût du jour la question sahraoui. Aujourd'hui, il faudrait continuer sur ce terrain-là, jouer un peu sur le même terrain marocain? Mais on ne lui laisse pas le choix, à mon avis. Bon, il faudrait poser la question ça à nos il faudrait revenir à des conditions de cessez-le-feu également. Mais comme on dit, les sabr houdoud. Écoutez, franchement, ils ont été déçus un peu par la communauté internationale qui leur a tourné le dos. Exactement. Et là, après la provocation de Guerguerat, ce n'est pas les Sahraouis qui ont rompu le cessez-le-feu. Mais bien sûr. C'est bien le régime chérifien qui est toujours à user de la force. Et c'est ce qu'il fait. On a vu les images, ce qu'il fait. Donc on ne peut pas nous ne pouvons absolument rien reprocher aux Sahraouis. Bien au contraire, c'est de rendre hommage à leur sagesse, à leur pondération, à leur sens des responsabilités. Écoutez, à chaque fois, on vient d'en parler, à chaque fois nous sort les mêmes épouvantails, l'Europe, l'immigration clandestine, etc. On a l'impression immédiatement que ça y est, c'est l'invasion, c'est l'envahissement. Je vais vous donner des chiffres, si vous permettez. Et ce sont des chiffres du gouvernement espagnol.
Sur 100 étrangers qui rentrent en territoire espagnol, 75 viennent des pays d'Amérique du Sud, Mexique, Venezuela, etc. De langue espagnole. 15% viennent des anciens pays de l'Est, Hongrie, Roumanie, Pologne, etc. 9% viennent de l'Union européenne et tous ces gens rentrent normalement avec leur visa, les aéroports, les gares, etc. Reste 1% qui vient d'Afrique. Et sur ce 1%, il faut retirer à peu près 60% qui rentrent légalement, c'est-à-dire avec des visas. Reste 0,40%. Évidemment, c'est beaucoup, c'est 10 000, 20 000, 30 000 quand on voit ça, et c'est énorme, effectivement. 30 000 ou 40 000 personnes qui sont là, agglutinées à Septa et Melilla. C'est énorme, et quand on les voit, et on nous montre, et toutes les images sont braquées sur ces bateaux de fortune, etc. Mais il faut revenir vraiment les proportions, et ça devient un peu insupportable. Toujours on nous sort comme les envahisseurs que nous étions. Et c'est pas plus nombreux que ça. Donc, maintenant, pour revenir à l'attitude marocaine, je crois que le régime chérifien a opté pour une fuite éperdue, une fuite en avant éperdue. Ils savent, je pense qu'ils craignent. Aujourd'hui, on a vu que de nombreux consulats ont été également ouverts sur les territoires occupés. Les États-Unis aussi. Non, les États-Unis annoncent, rien n'est fait encore. Je ne pense pas que ça se fasse. Quel poids cela pourrait-il avoir? Ça, justement, c'est une vaste supercherie. C'est aussi une violation du droit international, puisqu'il s'agit de territoires occupés qui n'ont pas été condamnés. La Convention de Vienne de 1963 est absolument claire là-dessus. On ne peut pas ouvrir des représentations diplomatiques ou consulaires dans des territoires non autonomes. Mais cela a été fait. Ça a été fait. Et pas condamné ni par l'ONU ni par l'Union africaine. Comment l'expliquer? Ça s'est fait au détriment donc du droit international, et c'est une supercherie. Écoutez, madame, ouvrir un consulat à Dakhla ou Laayoune alors qu'on n'a même pas d'ambassade à Rabat, ils ont ouvert des kiosques, voilà. Mais c'est pour la symbolique. Quel poids cela pourrait-il avoir aujourd'hui? C'est illégal. C'est tout à fait illégal. Pour les États-Unis, nous n'y sommes pas, et je ne pense pas que nous y serons. Qu'ils y arriveront. Franchement, je ne pense pas que nous y arriverons. Votre avis sur la question? Déjà, je voudrais répondre à votre question. Quelle solution aujourd'hui s'offre au Polisario? C'est un petit peu ce que j'ai dit tout au long de l'émission, c'est que la solution ne peut émaner que de l'ONU qui doit prendre en charge le dossier. Et donc la solution ne peut être que... Et aussi aujourd'hui, le Maroc refuse de revenir autour de la table de négociation et de ne pas reprendre cette solution, la seule solution envisagée par le peuple sahraoui, qui est le référendum pour l'autodétermination. Et c'est la raison pour laquelle l'Algérie doit être non pas partie prenante encore une fois, mais c'est-à-dire que c'est à l'Algérie... C'est-à-dire que les pays qui soutiennent la cause sahraoui exactement, qui soutiennent la cause sahraoui doivent être dans le débat et doivent continuer avec un débat serein, avec des arguments valables, soutenir le Sahara. Pour ce qui est de l'ouverture des consulats, moi, je pense que c'est beaucoup plus un coup médiatique, mais qui ne fait qu'envenimer la situation. Mais en termes de droit, c'est illégal? Bien évidemment que c'est illégal. Et à tout moment, ça pourrait se retourner contre le Royaume du Maroc. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous, en tant qu'Algérie, on appelle à ce qu'il y ait un débat serein, au lieu de passer à ce type d'actes illégaux, à ce type d'actes qui, au final, ne feront que ternir l'image du Royaume marocain. Il faudrait aller vers un débat serein. Au final, ce n'est pas profitable pour le Maroc parce que l'impact de cela... possible d'aller vers un débat serein dans la situation actuelle? Bien évidemment, c'est ce à quoi on appelle aujourd'hui. Nous le savons très bien, le voisin marocain a une politique hégémoniste. Nous en avons parlé tout à l'heure avec 1963, avec 1975-76, et on le voit toujours que cette politique hégémoniste du Maroc perdure toujours. Et c'est la raison pour laquelle l'Algérie rappelle à l'ordre à chaque fois en disant que ce n'est pas avec vos propres règles du jeu
jeu, mais avec les règles du jeu, du droit international, que l'on doit aller vers des solutions. On veut nous impliquer malgré nous. Exactement. Donc, l'Algérie aujourd'hui ne fait pas face à une problématique de Polisario, d'indépendance ou d'autodétermination du Polisario. Elle fait face à une politique hégémoniste d'un pays voisin. Et l'Algérie, tout en sagesse, est en train de dire, pour régler le problème africain, pour régler le problème du Maghreb, il faudrait aller vers le débat. Et tôt ou tard, nul ne pourra arriver à une solution que celui qui optera pour un débat. Quel poids cela pourrait-il avoir aujourd'hui si les États-Unis décident Les sanctions de l'ONU pourraient être très néfastes. À venir aujourd'hui, nous sommes à 30 ans du conflit. Est-ce que l'ONU, elle aussi... Avant l'ONU, je pense qu'il faudrait également multiplier les pressions sur la France et l'Espagne qui prennent position carrément en faveur du Maroc, rappeler l'Espagne à ses responsabilités historiques dans cette région, puisque c'était la puissance occupante et elle a cédé ce territoire pas seulement, dans un premier temps, pas seulement au Maroc. L'Espagne qui joue peut-être un rôle à moindre mesure aujourd'hui que la France. La France joue un rôle important, oui, justement, en soutenant ouvertement et surtout au niveau des Nations Unies, oui, du Conseil de sécurité. Qui menace de brandir son veto à chaque fois, et qui le fait, oui, et qui le fait en préconisant la solution d'autonomie que propose le Maroc, oui, et qui va à l'encontre totale des intérêts ou des aspirations du peuple. Et selon des Sahraouis, la France, parce que je termine sur cette idée, je vous la donne et je vous donne la parole. Selon des Sahraouis, la France a également essayé de jouer et de faire pression lors du dernier Conseil de sécurité qui s'est tenu à l'ONU lundi dernier. C'est oui, dire que même s'il n'y a pas eu trop de réaction de sa part, on sent qu'il y a toujours cette volonté de protéger ses intérêts en Afrique et de protéger le Maroc notamment. Exactement. En fait, c'est pour répondre à votre question de tout à l'heure, puisque la solution de l'ONU tarde à venir, effectivement, c'est la raison pour laquelle l'Algérie, avec les pays qui sont aujourd'hui les soutiens du Sahara occidental... Il faut se tourner vers l'Union africaine aujourd'hui. Exactement, il faut se tourner vers l'Union africaine et il faut appeler tous les pays soutiens au Sahara occidental à faire valoir cet argument qui est celui du Polisario. L'Algérie ne peut pas rester en retrait, l'Union africaine ne peut pas rester en retrait parce qu'il faut rappeler que le Polisario est un pays... Il y a eu quand même une nouveauté dans l'Union africaine, c'est que ça a été remis au Conseil de paix et de sécurité, donc il y a eu une petite avancée. Qu'est-ce que cela pourrait mener à quoi aujourd'hui? Cela pourrait mener à une pression à l'encontre de tous ceux qui iraient à l'encontre de la solution politique et de la solution légale qui est celle de l'autodétermination et celle de l'indépendance d'un pays qui est membre lui-même de l'Union africaine. Oui. Disons les choses peut-être avec un peu moins de diplomatiquement. Il y a une arrogance marocaine qui méprise les décisions et les recommandations de l'Union africaine et même du Conseil de sécurité. Par exemple, la décision 693 de l'Union africaine qui charge la Troïka donc, du suivi de l'évolution du problème sahraoui, de la décolonisation du Sahara occidental, prévoit également, et la décision a été acceptée par le Maroc, l'ouverture d'un bureau de l'Union africaine à El Ayoun. Et jusqu'à présent, le Maroc s'oppose à l'ouverture de ce bureau, comme il s'oppose à l'élargissement de la MINURSO pour les droits de l'homme. Et même pour l'envoyé spécial qui n'a toujours pas été nommé depuis presque 2 ans. Qui n'est toujours pas. Donc cette politique de refus systématique et d'engagement et ensuite de reniement de ces engagements, donc toutes ces mesures dilatoires, etc., il est empêtré dans des contradictions, il fait référence à des résolutions ou des décisions tronquées, où il prend uniquement et ça ne peut pas le Comment expliquer aujourd'hui ce retard également dans la nomination du conseiller au secrétaire général de l'ONU, l'envoyé spécial pour le Sahara occidental? Je pense que ce sont les manœuvres marocaines et françaises
cette nomination. Il y a eu un regain d'espoir avec le tout dernier, peut-être Horst Köhler, à l'époque James Baker, les deux qui ont peut-être fait le plus avancer le dossier. Systématiquement, il les décourage. Mais finalement, ils ont fini par renoncer. Systématiquement, il les décourage. En scolaire l'a bien dit, c'est pas une question de santé, c'est le refus persistant de la partie. Il y a un soutien implicite quelque part aussi. Évidemment, il y a un soutien implicite. Au niveau de l'ONU également. Exactement, il y a un soutien implicite, il y a un lobby qui est derrière tout cela. Et c'est la raison pour laquelle il faut dire que tous ceux qui soutiennent la cause du Sahara occidental doivent être sur la table de négociation et doivent faire en sorte que notre allié stratégique puisse faire valoir ses arguments juridiques et ses arguments au niveau politique. Et je pense que cette crise aujourd'hui va permettre à remettre la négociation au goût du jour sur la scène internationale et va permettre aussi au soutien du Polisario qui autrefois se taisait parce qu'il n'y avait pas un conflit réel qui était sur table. Aujourd'hui, ils peuvent aujourd'hui se montrer pour faire valoir le Polisario et aider notre allié stratégique. Très bien, nous arrivons un peu au terme de l'émission, donc ce sera le dernier mot, un tour de table. Oui, je voudrais simplement, si vous Monsieur permettez, Lamoudy. Vous savez, maintenant, il y a une nouvelle donne, plutôt un nouvel aspect, un autre développement qui peut-être va compliquer encore davantage la situation, à savoir avec cette normalisation du régime chérifien avec l'entité sioniste, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas de doute, le régime chérifien va jouir du soutien du lobby sioniste à travers le monde, notamment aux États-Unis, et ce qui a toujours été le cas, mais jusqu'à l'annonce de Trump, ça se faisait discrètement, maintenant ça va se faire officiellement, et ça je pense que ça risque de compliquer encore davantage une solution, la solution juste et durable et qui prenne en compte donc les aspirations légitimes du peuple sahraoui. D'où la nécessité d'une mobilisation des opinions publiques. Il est important aussi que les partis politiques jouent leur rôle aujourd'hui dans le soutien à la cause sahraoui. Absolument, tout à fait. C'est eux qui ont commencé par dénoncer un petit peu toute la polémique qu'il y a eu suite à l'annonce de Donald Trump. Tout à fait, et je constate, moi, avec beaucoup de plaisir, la première action de Semrouane confirme ma satisfaction, qu'il y a réellement également côté algérien une unanimité dans le soutien à cette cause juste qui est la cause du peuple sahraoui. Et le peuple algérien ne veut pas, n'admet pas la hagra. Oui. Merci. Maître Hadj Bekouch, il était important que les partis politiques... sur deux points. Alors le premier point, puisque vous abordez les partis politiques, moi je ne parlerai pas seulement des partis politiques, mais aussi des acteurs politiques qui sont sur la scène en Algérie. Nous l'avons remarqué depuis un certain temps, il y a cette volonté de certains acteurs de taper sur l'État algérien quelle que soit la conséquence. Et je rappelle que cela est très dangereux parce que l'Algérie nous réunit tous et il ne faudrait pas aujourd'hui croire qu'en tapant sur l'État algérien, on réussira à aboutir à ses objectifs politiques internes. Quand on fait de l'opposition, il faut savoir que faire de la politique, c'est loin de ressembler à jouer à un jeu vidéo. Aussi, sur un autre point, c'est là où je serais un petit peu plus optimiste que M. Lamoudy. Moi, je crois en un Maghreb uni. Mais ce Maghreb uni, encore une fois, il faut le rappeler, et c'est la position de Djidjadid, doit se faire dans le cadre d'un débat serein, dans le cadre d'une coopération, d'une coordination entre nos États respectifs et non pas dans le cadre du chantage. Parce qu'au final, le chantage ne profitera à personne et ce n'est pas en le faisant qu'on aboutira à un objectif qui est celui de faire monter un pays ou de faire monter l'économie d'un pays. Nous sommes tous interdépendants, nous avons tous besoin des uns des autres, mais toujours dans le respect des règles internationales. Merci, nous terminerons sur cette note d'optimisme. Maître Hadj Bekouch, Monsieur Lamoudy. Je ne suis pas pessimiste. Merci, non. Je ne suis absolument pas pessimiste, mais force est de constater que ce rêve de nos anciens
l'édification du Maghreb arabe. Je voudrais simplement rappeler que Salih Hadj, en 1927, quand il a créé un mouvement politique, il a appelé l'Étoile nord-africaine, et qu'en Égypte, il y avait le bureau du Maghreb arabe où nous étions tous réunis, mais que malheureusement, nous avons beaucoup régressé dans ce domaine, parce qu'un Maghreb uni, un Maghreb fort, n'arrange pas tout le monde. Merci messieurs d'avoir participé à notre émission, à ce débat. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et cela mériterait toute une émission, ce dont sur quoi on vient de chuter. Merci de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.